Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce troisième webinaire à destination des collectivités. Et aujourd'hui, le webinaire donc, il va être sur l'éducation à la santé en milieu scolaire. Donc, du coup, pour ce premier webinaire, on a deux intervenantes. On va faire un petit tour d'écran après, donc vous aurez l'occasion de les voir. Donc, on a Anne Béraud qui est diététicienne à l'association du pain sur la planche. Et Lucie Chessé, qui est chargée de mission alimentation à Mortagne-sur-Sèvre, qui fera un témoignage sur une action qu'ils ont menée dans leur collectivité. Et donc, voilà, on va juste vous présenter rapidement un peu le déroulé de notre intervention, enfin de notre webinaire. Donc, dans un premier temps, donc là, on est dans l'introduction. Ensuite, on aura Anne Béraud qui nous fera un point un peu sur l'éducation à la santé et vraiment l'approche globale en éducation à la santé. On fera ensuite une petite pause de 5 minutes, histoire de se dégourdir les jambes. Et puis ensuite, on aura donc un témoignage, un exemple d'action par Lucie Chessé de Mortagne. Et puis, à partir de midi, ce sera l'occasion de répondre à vos questions et d'avoir des échanges les uns avec les autres. On a noté la ville de La Ferrière qui nous a envoyé 4 questions, donc ce sera l'occasion d'y répondre ensemble. Et donc, juste avant de commencer, nous allons faire un petit tour d'écran pour se présenter rapidement les uns et les autres. Donc, je vais commencer vu que j'y suis. Donc, l'idée, c'est de juste vous donner votre nom, votre prénom, votre fonction et la ville dans laquelle vous... Pardon, ça bug. Voilà. La ville dans laquelle vous travaillez, où vous êtes élu. Et puis ensuite, juste pour un peu détendre l'atmosphère, on vous demandera de dire stop à la vidéo et puis de répondre à la question qui s'affiche sur l'écran. Donc, du coup, je vais commencer. Donc, je suis Aurélie Turcot, chargée de mission à la SRA Nutrition. Et donc, pour répondre à la question, je dis stop. Si j'étais sur une île déserte, quel aliment j'emmènerais? Eh bien, j'emmènerais, je pense, du chocolat. Vas-y, Florane, je te laisse. Donc, Florane Dumont, chargée de mission à la SRA Nutrition également. Et donc, si je dis stop, plutôt camembert ou Babybel, camembert. Ensuite, on va demander à Anne Béraud de se présenter. Bonjour à tous, Anne Béraud, diététicienne au sein de l'association du pain sur la planche. Et je dis stop. Sushi ou pizza? Oh là, définitivement pizza. Merci Anne. Lucie? Oui, donc bonjour à tous. Donc Lucie Chessé, je suis chargée de mission donc alimentation à la communauté de communes du Pays de Mortagne. Voilà, et donc stop. Ah bah on va changer. Aussi. Ah. Hop. Votre activité physique préférée? Marcher. J'aime bien marcher. Super. Merci. Merci. Aurélie, tu veux que je prenne les parties? Vas-y, si tu as la liste devant toi. Bon, je fais un peu dans un ordre arbitraire de ceux que j'ai devant moi. Donc, c'est Alain Auger. Donc, bonjour, Alain Auger, premier adjoint à la mairie de La Ferrière et adjoint école enfance jeunesse. Top. Plutôt pratiquant ou spectateur du sport? Pratiquant. Merci. Super, merci. Donc, Lucie, Anne, c'est bon. Christine Rampion. Oui, bonjour à tous. Donc, Christine Rampillon, je suis adjointe vice-présidente du CCAS commune de La Ferrière et je fais aussi partie de la commission menu à l'EHPAD. Stop. Dessert. Merci. Alors après, j'ai la communauté de communes du Pays des Achards. Donc, je ne sais pas qui c'est derrière. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Pauline
Pauline Pénaud, je suis coordinatrice enfance jeunesse au Pays des Achards. Et voilà, donc stop. Plutôt grande tablée, même si en ce moment, c'est un peu compliqué, mais voilà. Si je pouvais, ce serait mieux. Dans une vie normale, c'est plus sympa. Ouais, c'est ça. Merci. Après, donc j'ai Corinne Gaillard. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Parce que j'ai ma caméra qui ne fonctionne pas. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Corinne Gaillard, chargée de mission santé, coordinatrice du contrat local de santé à l'agglomération de Saumur-Val-de-Loire. Et je dis stop. Plutôt marche ou vélo? Non, plutôt marche également. Merci. Ça marche, Voilà. merci. Tac, tac, tac. Fanny Cordier. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis l'animatrice du projet alimentaire territorial du GAL Sud-Mayenne, donc qui recouvre 3 communautés de communes du sud du département. Et je dis stop. Plutôt sucré ou salé? Je dirais salé. Très bien. Merci. 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 Alors, hop. Donc après, j'ai Gloria Unvid. Bonjour, du coup, Bonjour. moi, je suis stagiaire à la direction de la santé publique auprès de Marion Gassio et je vais intervenir principalement sur les projets du paysage nourricier et sur le contrat d'accueil et d'intégration des réfugiés, un projet dans ce cadre. Et je dis stop. T. Merci. Merci. Ah, ma souris. Non, c'est bon. Sandrine Gouy. Oui, bonjour, je suis infirmière scolaire à la ville de Nantes. Donc, j'interviens sur le quartier du Breil. Et voilà, je fais des interventions d'éducation pour la santé auprès des enfants de maternelle et primaire. Et je dis stop. Ah, on l'a déjà fait. Genre, hop. Allez-y, redites stop. Stop. Ah, bah, décidément. Allez. Pétillante. Pétillante. Super, merci. Et pour finir, on a Virginie Potier. Bonjour, donc Virginie Potier-Leger, la responsable du pôle vie scolaire, donc en charge de la restauration scolaire à la ville de Vertou. Voilà, et je dis stop. On l'a déjà faite. Barbecue, raclette. Barbecue. Merci. Super. Et donc, il y a 2 personnes qui nous ont rejoints. Béatrice Buteau-Sauger. On ne vous entend pas. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà. Bon. Alors, en fait, bonjour, donc Béatrice Buteau-Sauger, diététicienne pour la restauration scolaire de la ville de Nantes. Merci. Et on vous je suis accompagnée de ma collègue Stéphanie. Elle va se présenter. Bonjour, Stéphanie Touzeau, diététicienne également pour la ville de Nantes. Éducation, service éducation. D'accord. Merci. Super, merci. Et on vous propose de dire stop pour répondre à une petite question. Alors, stop. En groupe. En groupe. Super, merci. Et après, on a Sandra Sorin également qui nous a rejoint. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, bonjour. J'arrive un petit peu en retard parce que j'étais en réunion, donc je n'ai pas du tout entendu ce qui se passait avant. Je viens juste d'arriver sur le webinaire. On est en train de faire un petit tour d'écran. Vous Donc, êtes au début. je suis Sandra Sorin, je suis infirmière en promotion de la santé sur la ville de Bougnay. Voilà. Et puis, on vous propose juste de dire stop pour pouvoir répondre à une petite question. Et puis, on aura plutôt foot ou rugby. Oh là, mon Dieu.
Danse. Désolée. Pas du tout sport collectif. Eh bien, danse, ça marche aussi. Ça passe. Merci. 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 Et donc oui, on vient juste de faire un petit tour de table, donc vous n'avez encore rien loupé. Et maintenant, donc, on va laisser la main à Anne Béraud. Donc Anne, si tu veux prendre la main, je pense que tu dois pouvoir. J'y vais. Avant, je coupe ma caméra pour pas te... Hop, vas-y. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui. Nickel. Parfait. Donc, le thème de ma présentation, c'est comment monter un projet en éducation nutritionnelle. Et je suis partie en fait d'un exemple qui a été réalisé par l'association du pain sur la planche et la ville de Nantes. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous présenter brièvement l'association qui nous sommes. En fait, nous sommes une association régionale professionnelle qui couvre l'ensemble des pays de la Loire. Aujourd'hui, nous sommes presque 40 membres au sein de cette association. La majorité d'entre nous sommes diététiciens nutritionnistes, avec cette particularité d'être tous formés à l'éducation et à la promotion à la santé pour pouvoir intervenir justement auprès de tout public dans le cadre d'un projet. Ensuite, nous sommes accompagnés de cuisiniers formateurs et aussi d'intervenants en activité physique adaptée, des APA, ce qu'on appelle des APA. Nous comptons parmi nous aussi aujourd'hui 2 bénévoles qui nous aident à la gestion de notre association. Nous travaillons évidemment en collaboration avec de nombreux partenaires, dont l'Agence régionale de santé qui est notre principal partenaire financier, et qui nous permet justement d'aller monter des projets dans certaines structures, parce que vous verrez, ils nous ciblent certains publics, je vous en parlerai tout à l'heure. Nous avons aussi comme partenaire la ville de Nantes, avec qui nous montons aussi des projets, qui nous met à disposition des locaux, enfin, c'est un vrai partenariat. Nous comptons aussi sur la SRAE Nutrition pour valoriser nos actions, et d'ailleurs je les remercie au passage pour cette possibilité aujourd'hui que j'ai de vous présenter une de nos actions. Nous travaillons également avec l'IREPS et avec le ministère de l'Alimentation, avec la DRAF. Alors, nous intervenons dans un champ assez spécifique qui est la prévention primaire, c'est-à-dire que nous intervenons auprès de publics en bonne santé. Nous ne travaillons pas en éducation thérapeutique de patients, hein. Nous allons vraiment vers des publics qui ne présentent aucune pathologie, mais on sait que le déterminant de l'alimentation, enfin même de la nutrition, est un déterminant majeur. Et donc, il est important, dans certains cas, dans un certain contexte, peut-être de rappeler les recommandations en nutrition et puis surtout d'accompagner pour voir comment on peut mener les publics pour progresser vers une alimentation plus saine. Quand nous intervenons dans un projet, nous intervenons à 3 niveaux. Enfin, nous pouvons intervenir à 3 niveaux. Nous pouvons intervenir au niveau du comité de pilotage quand le projet n'est pas encore monté. Nous pouvons venir à ce moment-là en tant qu'experts pour aider à la réflexion sur justement comment on peut aborder l'alimentation avec le public, enfin la nutrition avec le public pour lequel on va agir. Nous pouvons intervenir en tant que partenaire du projet ou en tant que prestataire. Alors, pour ça, je vous ai rappelé… Ah non, ce n'est pas là où je vous rappelle… Excusez-moi, je vais essayer de revenir en arrière. C'est peut-être pas possible. Ah si. Donc, nous intervenons comme partenaires, c'est-à-dire que le projet est déjà ficelé, mais simplement, il faut trouver un partenaire spécifique pour monter des ateliers ou des séances en nutrition. Et donc, pour le coup, nous montons, nous co-construisons, nous pouvons aussi co-animer des ateliers. Et puis, enfin, nous intervenons aussi comme prestataires. Alors là, dans ce cas-là, il n'y a plus de… Enfin, on ne participe pas réellement au projet, on a un atelier qui est déjà ficelé et pour lequel on va intervenir auprès de public. On y reviendra puisque ça, c'est vraiment le cœur de la méthodologie de projet que nous utilisons quand nous faisons un projet. Et il y a différentes étapes et en fait, on intervient à différentes étapes du projet. Alors, les publics que nous visons, bien, vous voyez, c'est toutes les personnes, tous les mangeurs. Donc,
C'est l'avantage, c'est que nous sommes nombreux. Alors, avec quand même quelques publics qui sont ciblés par rapport aux subventions que nous recevons de l'ARS, nous avons des publics ciblés. Alors, ils sont en rouge sur la dia, c'est-à-dire que c'est les populations en situation de fragilité. Ce ne sont pas que des fragilités économiques ou financières, ce sont aussi des fragilités sociales, des personnes atteintes de handicap qui sont en bas à droite de l'écran. Nous avons aussi comme public ciblé la petite enfance. Nous avons le public des jeunes, avec donc les étudiants. Et puis, nous travaillons aussi de plus en plus avec les professionnels de terrain que nous accompagnons pour justement qu'ils deviennent autonomes quand il s'agit de monter ou de parler nutrition avec leur public. Mais rien ne nous empêche d'aller effectivement, d'aller aussi vers les personnes âgées ou les actifs en entreprise. On a d'ailleurs pas mal de demandes à ce niveau-là. Alors, quand on dit qu'on fait de la santé publique, nous avons une approche collective de la nutrition, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de face à face, mais nous intervenons avec un groupe et pour un groupe. Alors, on a mis 5 à 50 personnes, mais parfois les groupes sont de 3 personnes. Enfin, c'est assez rare, mais on peut aller vraiment au-delà de 50 personnes. Voilà pour nos publics. Alors, comment est-ce qu'on monte un projet en méthodologie, un projet en santé autour de l'alimentation? Eh bien, nous utilisons, comme je vous le disais tout à l'heure, la méthodologie, c'est ce que je vais vous présenter. Et cette méthodologie, elle a 7 étapes et que je vais donc vous détailler. Et puis enfin, je voulais aussi reprendre un peu ce que éduquer veut dire, parce qu'on parle beaucoup de projets éducatifs, d'éduquer à l'alimentation. Éduquer, c'est vraiment conduire chaque individu vers l'autonomie, et on entend par autonomie non pas l'indépendance, les termes sont souvent confondus, mais en fait l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est vraiment la liberté, c'est-à-dire qu'on doit mener l'individu vers une liberté d'agir, et donc faire en sorte qu'il va prendre les meilleures décisions en ayant le maximum, non pas uniquement de connaissances, mais aussi par rapport à un contexte qui lui est propre. Et c'est vraiment vers ça que l'on va. Éduquer, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas faire dire aux personnes vous devez manger ça ou vous devez manger comme ça. Non, c'est vraiment pas ça. C'est de les aider dans une réflexion. Ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Et donc, il est extrêmement important aussi de comprendre qu'on ne souhaite pas nécessairement dans l'immédiat changer un comportement, mais vraiment mener l'individu vers une réflexion pour que petit à petit, son comportement évolue, mais on sait que c'est très, on n'est pas des fées, on n'a pas de baguette magique, donc on sait que c'est très lent, ces évolutions de comportement. Voilà pour ce qui est de éduquer, et je vous demanderai de bien vous souvenir de cette définition. On va vraiment conduire l'individu vers l'autonomie et ne pas lui dicter en fait des conduites. Alors, la première étape d'un projet, quand il est bien mené, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic, en fait, ça consiste à connaître la structure dans laquelle on va agir. Quelles sont ces contraintes? Alors, ça peut être des contraintes de temps, effectivement. On ne va pas disposer du public autant de temps que l'on voudrait. Il y a un cadre, bien souvent, qui est aussi contraint par des finances, parce qu'on ne peut pas non plus intervenir 20 heures ou 40 heures. Non, on a souvent ces contraintes qui apparaissent et c'est tout à fait normal. On a aussi un besoin qui est souvent identifié. Les professionnels qui nous appellent ont constaté des anomalies, entre guillemets, ou des comportements qui les gênent. Et bien souvent, elles nous appellent à partir de ces observations. On va aussi s'interroger sur les actions qui ont déjà été menées, soit pardon, excusez-moi, soit dans la structure, soit dans le quartier. Quelles sont, quand on travaille sur la nutrition, quelles sont les actions qui ont déjà été menées vers ce public-là ou plus largement, quand il s'agit d'une école, puisque là, on est dans le contexte de l'école, auprès des familles, par exemple. Et puis, si des actions ont été menées, quels sont les résultats, quels sont réellement la description de ce qui a été fait. Et puis enfin, on va aussi interroger les attentes des professionnels. Il faut bien faire la différence entre besoin et attente, parce que ce sont deux notions qui sont extrêmement importantes d'avoir aussi en tête. On va y revenir tout à l'heure.
le diagnostic consiste aussi à bien connaître le public que l'on va viser. Quelles sont ses particularités? Quand on est dans une école, par exemple, on va s'interroger sur la capacité, les compétences des enfants. Est-ce qu'ils savent lire? Est-ce qu'ils savent travailler avec un tableau à double entrée? Est-ce qu'ils savent faire la différence entre différents aliments? Qu'est-ce qui a déjà été réalisé avec l'enseignant, etc. Ensuite, on va aussi être curieux sur ses habitudes alimentaires. Est-ce que la plupart des enfants mangent à la cantine ou est-ce qu'au contraire, on est dans une école où la plupart des enfants rentrent? Est-ce qu'à la sortie de l'école, les mamans arrivent avec les goûters? Est-ce qu'il y a encore une petite collation qui est proposée aux enfants le matin à l'arrivée ou à la récréation? Voilà, comment est-ce que ça se passe dans le contexte de l'école? Parce que vous comprenez bien que si il y a une collation qui est offerte aux enfants à 10h30 et qu'on nous demande de travailler sur, que sais-je, le petit déjeuner ou même sur le gaspillage alimentaire au déjeuner, eh bien, on ne pourra pas mettre les enfants en porte-à-faux en leur disant il faut manger le matin, si encore on a cette collation qui est servie. Donc, vous voyez, comprenez qu'il faut vraiment s'intéresser au contexte dans lequel on va aller travailler. De la même façon, si on travaille sur le déjeuner ou sur le gaspillage alimentaire, eh bien, on s'intéressera peut-être plus à la restauration scolaire. Comment est-ce qu'elle est aujourd'hui organisée? Qu'est-ce que l'on sert? Plutôt que… alors, on ira agir peut-être aussi avec les enfants, les sensibiliser, mais on ira aussi, bien sûr, travailler avec l'environnement, les personnes qui font l'environnement. Quels sont les modes de vie de ces enfants, donc l'environnement, quelles sont aussi les contraintes de ce public, quelles sont ses limites et enfin quelles sont ses attentes. Alors quand on est avec des jeunes enfants, c'est vrai que les attentes ne sont pas toujours faciles à exprimer. Alors je vous disais tout à l'heure, il faut bien voir la différence entre les attentes et les besoins. Les besoins, eh bien, c'est par exemple dans une école où on vous dit, bah oui, dans un collège où on vous dit, bah oui, les enfants ne prennent pas de petit déjeuner, les adolescents, il y a un vrai besoin, certes. Mais si ça se trouve, on va aller interroger les collégiens et eux, leurs attentes, ce n'est pas du tout de parler du petit déjeuner parce qu'ils savent précisément ce qu'il faut prendre au petit déjeuner. En revanche, ils ont des attentes sur, que sais-je, la vie sexuelle, la vie affective. Et si notre réponse, vous voyez, donc il y a trois cercles, si notre réponse, c'est d'aller parler du petit déjeuner aux collégiens, eh bien, on aura gaspillé du temps, de l'argent, puisqu'en fait, on n'aura pas interrogé les attentes des collégiens et on aura une réponse qui ne sera pas adaptée à leurs attentes. En revanche, si on a effectivement identifié des besoins, mais qu'on n'a pas et qu'on a interrogé les attentes et que tout ça est en concordance et qu'on apporte cette réponse-là, bien on est au cœur du système et auquel cas là, on peut agir et là on aura probablement des effets et on pourra, grâce à l'évaluation, dire si notre proposition d'action a été efficace. Donc, il faut bien faire la différence entre les besoins qui sont souvent identifiés par la structure, par l'école, et les attentes, alors soit des parents, soit des enfants, soit des professionnels, des enseignants qui sont là, parce qu'en fait, il peut y avoir dichotomie, il faut vraiment aller interroger chaque public pour savoir si on a finalement une intersection et si on peut aller travailler avec ces publics-là. Cette étape-là, elle est vraiment pour nous essentielle. Alors, pour illustrer justement cette première étape, je vous proposais d'aller justement voir comment est-ce qu'on avait procédé à l'échelle d'une école, ville de Nantes. Donc, on est appelé par l'association est appelée par une école maternelle dans un quartier qui accueille des familles d'origine très variées. D'un point de vue économique, il y a des enfants issus du voyage, il y a des familles, dont la directrice les appelle les bobos, voilà, où on mange bio à la maison. Donc, vraiment un public très hétérogène. Pour le coup, ce que nous racontent les enseignants lors d'une première réunion, c'est qu'elles voient des enfants qui ont des habitudes alimentaires assez éloignées des recommandations. C'est-à-dire qu'à l'heure du déjeuner, beaucoup d'enfants rentrent chez eux. Et puis, quand ils rentrent
pour l'après-midi, ben, ils ont un sandwich à la main avec du Nutella. Le matin, ils arrivent, ils ont des biberons, etc. Donc, elles sentent que l'alimentation est une problématique. Elles nous font part aussi de rythmes de vie très déstructurés, puisque dans certaines familles, il y a des couchers très tardifs. Et bon, ça, pour eux, pour les enseignants, évidemment, c'est problématique, puisque les enfants ne sont pas toujours extrêmement éveillés et réceptifs aux différents enseignements. Par ailleurs, on dispose aussi de bilans de santé qui sont faits par la ville de Nantes, où on s'aperçoit qu'on a un nombre de caries non soignés chez de nombreux enfants, ce qui ne veut pas dire qu'ils mangent plus de sucre, hein, c'est simplement que l'accès aux soins est visiblement difficile. Et puis, on a un nombre d'enfants, vous voyez, assez faible à la cantine, puisqu'on a 53% d'enfants uniquement qui vont à la cantine, contre 68% en moyenne dans la ville. Donc, pour le coup, on est en dessous de la moyenne de la ville. Alors, à l'échelle de la ville, eh bien, nous avons des éléments qui nous sont donnés par en fait un diagnostic qui a été réalisé et donc qui nous permet de voir que dans ce quartier précisément, on a des situations socio-économiques difficiles, qu'on a une population qui souffre de surcharge pondérale, etc. Donc, on sait qu'on est quand même dans un quartier avec un contexte difficile. Voilà, ça ce sont les données épidémiologiques de la ville de Nantes. Ensuite, on va regarder à l'échelle nationale. Qu'est-ce qu'on sait justement des familles précaires? Sur quoi est-ce qu'on peut travailler? Parce qu'en fait, oui, on sait qu'on a des enfants qui ont des repas déstructurés, des rythmes de vie éloignés de ce que l'on souhaiterait. Qu'est-ce que l'on sait aussi à l'échelle nationale? Parce que parfois, ce qu'on observe à l'école, ce n'est pas en fait une réalité, ce n'est qu'un prisme, hein, ce n'est qu'une focalisation. Mais peut-être que finalement, à l'échelle d'une semaine ou dans des familles, ça se passe très bien. Et puis, souvent, on n'observe que ce qui va mal. On ne voit pas, en fait, l'ensemble des familles pour qui, finalement, ça se passe bien. Est-ce que c'est légitime d'aller travailler la nutrition auprès de ces populations? Alors, pour cela, on prend effectivement à l'échelle nationale ce que l'on sait sur les familles dans des situations de précarité. Donc, on a plusieurs éléments, hein, une qualité nutritionnelle plus faible chez les familles en situation précaire, une consommation de fruits et de légumes plus faible aussi dans ces familles-là, une consommation élevée de boissons sucrées aussi, mais des apports énergétiques comparables chez tous les enfants. En revanche, on a des enfants en surpoids ou en surcharge pondérale plutôt dans les milieux défavorisés. Ceci étant, on a noté hein, dans les études qu'il y avait une moindre consommation de gâteaux et de confiseries dans les milieux défavorisés. Donc tout ça va nous aider aussi à construire un projet qui pourra faire sens en termes de santé publique. Et puis, en fait, il y a ce que nous savons en tant que diététicien nutritionniste. Je vous parlais tout à l'heure d'expertise. Oui, effectivement, quand on accompagne des enfants à l'âge maternel, eh bien, on sait qu'ils sont, pour la plupart, ils ont un comportement de néophobie alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ont une peur irraisonnée, une angoisse vis-à-vis des nouveaux aliments et particulièrement des légumes. Donc, on peut aussi aller creuser cet aspect-là et finalement se dire, bon, on sait que ce sont des enfants qui peut-être n'ont pas l'habitude de manger des fruits et des légumes parce qu'ils ont une consommation moindre, c'est l'ANSES qui nous le dit, qu'à 4 heures, par exemple, on va plutôt aller vers des choses sucrées, etc. Donc, on pourrait peut-être les amener à apprendre et à appréhender d'autres saveurs que le sucré. Et puis, on sait qu'ils sont, pour la plupart, néophobes. Alors, qu'est-ce que l'on a aussi dans le diagnostic? Eh bien, une équipe éducative très mobilisée. Vraiment, la majorité des enseignants, il y a 6 classes dans cette école, tous veulent agir. En revanche, des parents qui sont assez peu présents et mais une restauration scolaire qui, jusqu'à présent, n'avait pas été informée du projet. De la même façon, le service santé de la ville de Nantes non plus n'avait pas été informé du projet. Voilà ce que l'on constate à l'issue d'une ou deux réunions avec les enseignants de cette école. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, c'est la deuxième étape. À partir de cet objectif, on va définir des objectifs à partir de cette première étape du diagnostic.
Alors là, dans cette école, alors il existe plusieurs niveaux d'objectifs. La plupart du temps, notre objectif principal consiste à améliorer l'état de santé de la population ciblée, justement en agissant sur le déterminant majeur que représente la nutrition. Vous reconnaîtrez probablement l'objectif général du PNNS. Il faut évidemment qu'on le décline en objectifs beaucoup plus pratiques, opérationnels. Eh bien, nous avons, avec l'équipe de l'école, finalement décidé de mener 3 objectifs, c'est-à-dire de construire un projet avec l'équipe enseignante et l'équipe de la restauration sur la nutrition. Nous n'irons pas au-delà vers les enfants, nous allons plutôt travailler avec les enseignants, mais nous allons aussi travailler avec les parents. On comprend que l'enfant d'âge maternel, il n'est pas autonome. Et c'est difficile de vouloir le rendre tout de suite autonome. En revanche, les parents et les enseignants vont pouvoir l'aider à devenir autonome, mais ce sera pour évidemment un long terme. Et notre objectif, c'est vraiment d'enrichir le répertoire alimentaire des enfants. Alors, de ces 3 objectifs, on décline plusieurs objectifs opérationnels cette fois. Donc, on crée un groupe de travail ou un comité de pilotage. On va participer à ce comité de pilotage et on va apporter des éléments de méthodologie pour les enseignants. Quelle posture j'adapte? Comment est-ce que je peux mener à bien un projet qui va parler alimentation et nutrition auprès des enfants? Donc, on va co-construire avec l'équipe enseignante un programme, on va élaborer des conducteurs de séance et on va évidemment intégrer l'activité physique dans le programme. C'est une de nos prérogatives aujourd'hui. On ne parle pas alimentation sans parler activité physique. On passera ensuite à l'évaluation. Cette étape-là, elle va permettre de savoir si notre action, si notre projet a été efficace. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour savoir si notre projet a été efficace? Alors, l'évaluation, elle a 2 volets. L'évaluation du processus, c'est-à-dire qu'on va voir si on avait prévu 5 réunions, est-ce qu'elles ont eu lieu, est-ce que tout le monde était là, etc. Est-ce que les ateliers ont eu lieu comme ils avaient été prévus au départ? Et puis, on va aussi donc évaluer les objectifs. La 4e étape, c'est la valorisation, et ça, il faut y penser très vite, parce qu'en fait, la valorisation, ça consiste ensuite, une fois que le projet est terminé, à pouvoir en parler, partager l'expérience qui a été menée sur l'école. Et donc, pour le coup, eh bien, il faut penser à prendre des photos, à peut-être monter des vidéos. Là, en l'occurrence, dans l'école, ils avaient l'idée de réaliser un ouvrage, un livre qui sera donné à l'issue des 3 années passées à la maternelle. Et donc, évidemment, il faut y penser dès le départ, parce que si on veut que ce livre soit illustré avec des dessins d'enfants, ça veut dire qu'à un moment, il faudra collecter les dessins, les recettes ou que sais-je. Et donc, la valorisation, il faut y penser aussi très vite au niveau du projet. Ensuite, on va définir quelles sont les stratégies d'intervention que l'on veut mettre en place. Alors, il en existe plusieurs, comme vous le voyez, il y en a 7. Donc, ça peut être des stratégies de facilitation ou de partage d'astuces. Alors là, on va l'utiliser dans ce projet, puisqu'on va aller vers les parents et on va voir avec eux comment travailler, comment aider son enfant qui est difficile à goûter de tout. Et en arrière-pensée, évidemment, des légumes. Donc là, on va travailler on va proposer l'animation de cafés parents qui ont déjà lieu sur cette école. Et donc, on va animer des cafés parents autour de cette thématique de l'alimentation et de la nutrition. Ensuite, il y a une stratégie qui s'appelle acquisition de connaissances. Alors là, ça va être plutôt vers les enseignants. On va travailler avec les enseignants pour qu'ils comprennent aussi la méthodologie de projet, qu'ils comprennent le projet dans son déroulé, etc., qu'ils aient bien en tête les objectifs. Et puis, on va ensuite parler de néophobie, comment est-ce qu'on peut aider un enfant à surmonter cette néophobie. On peut aussi travailler sur les attitudes et les représentations. On peut aussi utiliser la stratégie de renforcement des compétences psychosociales, de stratégies participatives ou d'accompagnement relationnel. Bon, là, en l'occurrence, ce sont des stratégies que nous n'avons pas utilisées. Et au sein de l'association, nous n'utilisons jamais ce qu'on appelle la stratégie choc. La stratégie choc en prévention, c'est par exemple les messages que l'on trouve sur les paquets de cigarettes fumez-tu, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on appelle une stratégie choc. Nous ne l'utilisons pas du tout en nutrition.
Ensuite, on liste les moyens dont nous disposons. Donc, des moyens humains, on en a beaucoup. Hein. Les enseignants sont extrêmement motivés et les ATSEM aussi de l'école. Hein. Ils souhaitent vraiment agir et aider les familles à améliorer l'alimentation des jeunes enfants. Évidemment, il y a du pain sur la planche et ses intervenants qui sont mobilisés. Et on va aussi mobiliser les parents et leurs représentants. Alors là, je fais court, hein, mais effectivement, le fait de parler alimentation, eh bien, les enseignants ont vu que les parents, dans ce cas-là, s'investissaient beaucoup plus facilement. Donc, ils viennent participer à chaque atelier qui a lieu dans l'école et des enseignants nous rapportent aussi que ça permet aux parents de venir discuter parce que leur enfant est rentré à la maison avec un petit pot de soupe ou de compote ou de purée, parce que vous verrez tout au long de l'année, en fait, tous les mois, les enseignants font de la cuisine à partir de légumes qui ont été apportés par les enfants. Et ensuite, on parle d'éveil sensoriel, donc on va décrire tous ces légumes et avant de les cuisiner et de les goûter et d'en emporter un petit échantillon à la maison. Et le fait d'emporter comme ça un échantillon à la maison, eh bien évidemment, les parents reviennent en disant « Dites donc, c'était quoi la recette de votre purée? Elle était drôlement bonne, votre soupe, etc. » Et donc, les parents viennent spontanément à la rencontre des enseignants. Ça, c'était vraiment un point extrêmement positif. On a aussi parmi les moyens le service des espaces verts, parce que comme je vous le disais, on va aussi parler activité physique. Et donc, on va réaliser dans cette école du jardinage, on va faire du jardinage. Et donc, pour le coup, on mobilise aussi le service des espaces verts de la ville de Nantes. On mobilise aussi les personnels de la cantine, le service santé de la ville, le service de santé scolaire, le service de santé publique, qui est aussi qui gère le contrat local de santé. Et puis, on a même les élus qui sont mobilisés et qui participent, lors du conseil d'école, hein, on leur donne un suivi de ce projet. Les moyens matériels, évidemment, il y a les salles de classe. On a aussi identifié un atelier qui s'appelle le comptoir des Alouettes, qui est un lieu associatif qui peut accueillir le café par an, mais qui actuellement participe au projet en apportant des légumes. On a les espaces verts de l'école, les jardins familiaux qui sont pas loin, du matériel que nous on met à disposition, le site de l'école pour valoriser, le magazine du quartier, et puis des moyens financiers puisque l'ARS effectivement finance cette action, et évidemment les moyens financiers de l'école qui sont aussi utilisés. Ensuite, eh bien, on détermine ce qu'on va faire, donc il y a une planification. Donc pour construire le projet, on a fait 3 réunions. Ensuite, pour enrichir vraiment le répertoire des enfants, donc on va agir vers les professionnels. On a eu une séance sur le comportement alimentaire des jeunes enfants, une séance sur comment aborder la sensorialité. Ensuite, on a eu pour ce même objectif des actions vers les enfants par les personnels de l'école. Et là, en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, tout au long de l'année. Donc, on a 10 séances, puisqu'on commence dès le mois de septembre avec les pommes. Les enfants travaillent sur les pommes, réalisent une compote. Alors, évidemment, le croquant de la pomme, tous les aspects sensoriels de la pomme, et ils réalisent après une compote. La séance 2, c'était les légumes racines, et là, on fait une soupe. La séance 3, c'est les légumes feuilles. La séance 4, les crudités, etc. Donc, tout au long de l'année, les enseignants, sur une semaine environ, construisent des séances sur un aliment plutôt végétal, évidemment, et avec de la cuisine, avec de l'éveil sensoriel, mais aussi avec des contes, racontent des histoires pour aussi, eux, pouvoir travailler leurs compétences liées à l'école, c'est-à-dire enrichir le vocabulaire, la psychomotricité. La psychomotricité fine aussi est extrêmement travaillée. Et puis, on travaille aussi dans le potager de l'école avec, alors pour le coup, pas encore avec les services des espaces verts, mais c'est en train de se mettre en place. Oula. Hop, décidément. Et puis, pour enrichir le répertoire alimentaire, comme je vous le disais, on agit aussi vers les parents. Donc, on a des rencontres café par an, on participe au conseil d'école, et puis normalement, le projet se clôt à la fin de l'année avec la réalisation d'une fin d'après-midi, d'un goûter autour d'un buffet de crudités, etc.
Alors évidemment, cette action, elle a commencé en 2019. L'année dernière, le contexte a fait que le projet a dû être arrêté bien avant le mois de juin. Il a été reconduit en septembre 2020 et actuellement, il est encore en cours. Et on voit bien que c'est un projet qui va perdurer puisque, comme je vous le disais, les espaces verts, par exemple, n'ont pas encore été mobilisés. Parfois, les partenariats sont longs à se mettre en place. Il faut bien comprendre, il faut pouvoir aller expliquer, rencontrer les services, expliquer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, pourquoi est-ce que c'est important, voir quels sont les moyens qui peuvent être mobilisés. Et donc, c'est un projet qui va encore continuer, probablement sur plusieurs années. Voilà pour l'étape 7 de la planification. Oups là. Hop, hop. Je vais essayer de retrouver. Voilà, hop. Donc, la synthèse, voilà le schéma de la méthodologie de projet et comment on monte un projet. Donc, on analyse d'abord la situation. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on peut faire? De là, on découle des objectifs. De ces objectifs, eh bien, on établit un plan opérationnel. Comment est-ce qu'on va faire? Ensuite, on réalise l'action, on l'évalue et on la valorise et on diffuse l'information. Voilà comment est mené un projet autour de la santé dans une structure avec du pain sur la planche ou avec une autre association. Pour en finir, eh bien, vous voyez que la méthodologie de projet, donc à chaque fois que l'on veut monter un projet en santé publique et en éducation à l'alimentation, eh bien, c'est important de connaître son environnement parce qu'on doit instruire un diagnostic et trouver des partenaires, ça c'est essentiel, on ne peut pas faire tout seul. Il faut du temps, bien souvent on passe plus de temps presque à monter ce projet que réellement à le réaliser. Enfin, les séances finalement sont courtes par rapport comparé au temps que l'on passe à réunir les partenaires, à trouver les moyens, à identifier les contraintes, à identifier réellement les attentes. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête, mais c'est extrêmement important parce qu'après, ça rend le projet complètement légitime et on sait où on va et on donne du sens aux actions. Ça nécessite de la rigueur, ça nécessite aussi la maîtrise des étapes, d'où la nécessité donc d'être formé à cette méthodologie de projet. En revanche, elle apporte beaucoup de choses, cette méthodologie de projet, puisqu'elle apporte de la légitimité, comme je vous le disais tout à l'heure. On sait que notre action, elle a du sens. On sait qu'on apporte quelque chose au public que l'on a visé. Elle apporte aussi de la pérennité parce que quelque chose qui fonctionne, on a envie de le reconduire. Et là, je vous le disais, dans l'école, finalement, aujourd'hui, on se dit que l'année prochaine, voilà comment on va faire, etc. Donc, ça apporte de la pérennité, de la visibilité. Puis, de la pérennité, en plus, on s'améliore à chaque fois. Ça donne aussi de la visibilité parce qu'on a pensé à la valorisation. Donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une affiche pour pouvoir aller présenter ce projet-là dans d'autres écoles, pour pouvoir le présenter dans le cadre de la ville de Nantes, enfin ville active PNNS. Et puis, évidemment, ça donne du sens. Les enseignants, ils ont compris qu'en travaillant sur l'éveil sensoriel, eh bien, on pouvait amener ces enfants à être curieux vis-à-vis de ce qu'ils mangeaient. Donc, on va en faire des consommateurs avertis et donc, on va participer à leur éducation alimentaire. Et ça, pour eux, à chaque fois que je les vois, ils sont étonnants, quoi. Les enseignants, ils me rapportent plein d'anecdotes et j'ai plein de verbatim et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous montre que l'on a donné du sens à cette action et à ce projet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je reste avec vous pour répondre à vos questions. J'espère n'avoir pas été trop longue et je vous redonne la main. Merci. Merci Anne. Est-ce que déjà, on a prévu à la fin du webinaire des questions, mais est-ce que déjà là, certains d'entre vous souhaitent réagir ou ont des questions par rapport à la présentation d'Anne? Oui, moi j'ai une question. Oui. Je me permets de prendre la parole. Allez-y. Du coup, c'est Fanny Cordier, l'animatrice du projet alimentaire territorial du GAL Sud-Mayenne. J'ai une question par rapport à l'organisation de l'association. Du coup, en fait, les différents, toutes les diététiciens dans les territoires, c'est eux qui accompagnent vraiment au niveau des structures. Oui. C'est comme ça, quoi. Quand on voyait la carte au début. Donc, dans la Mayenne, aujourd'hui, ils sont 4-5. Oui. Voilà. Je suis en contact avec certains d'entre eux, mais du coup, c'est vers eux qu'on va quand on veut renvoyer des projets. Développer un projet, oui. D'accord. Ok.
Et merci pour la présentation, c'était très bien. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite simple question, Monsieur Auger, là, de la Ferrière, adjoint de la Ferrière. La mobilisation des parents s'est faite du fait que les enfants ramenaient quelque chose à la maison ou amenaient des éléments, ou ça a été du volontariat, du bénévolat, comment on peut le... Parce qu'actuellement, sur une commission menu que je dirige au niveau des écoles, j'ai pas le sentiment qu'il y a une volonté des parents de s'investir sur les menus qu'on propose via une diététicienne et un prestataire. Alors là, il y a deux aspects, c'est-à-dire que dans une commission, effectivement, je comprends, c'est pas toujours facile de mobiliser les parents. Ceci étant, on peut y arriver, bon, mais ce ne sont peut-être pas les mêmes leviers. Là, à l'école, ce qui s'est passé, c'est que comme généralement le font les enseignants, ils ont demandé aux parents qui étaient disponibles de venir les accompagner pour faire de la cuisine. Mais le fait de faire de la cuisine, c'est vrai que les parents se sentent concernés, c'est-à-dire que la plupart des parents savent éplucher des pommes de terre, des carottes, voilà. Donc finalement, même au contraire, certaines mamans, alors il y a eu aussi des papas d'ailleurs, sont venus en disant ben, ça on sait faire, on va pouvoir, c'est sympa, en plus la cuisine, voilà, c'est notre quotidien. Donc il y a eu ce premier aspect de dire les parents qui sont venus dans les ateliers, le fait que ce soit de la cuisine, ils se sentaient concernés, ils sentaient qu'ils allaient pouvoir être utiles. Donc d'ailleurs, pour le coup, certains faisaient la cuisine à la place des enfants, ce qui n'était pas non plus l'idée. Et donc aujourd'hui, ça a permis aussi aux enseignants de dire ben, il faut qu'on mette un cadre pour ces parents. Et donc elles ont fait un petit cadre et à chaque fois elles rappellent aux parents que on ne leur demande pas de cuisiner, mais d'accompagner les enfants. Et puis, effectivement, le fait de pouvoir emporter quelque chose à la maison qui se mange, qui se partage, eh bien, les parents sont venus spontanément vers les enseignants en disant dis donc, je ne sais pas ce qu'il y avait parce que mon enfant, il n'a pas exactement su me dire ce qu'il y avait dans la purée ou dans le gratin, mais c'était drôlement bon. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez fait? Et puis lui, il en a mangé alors qu'en général, c'est difficile pour lui, etc. Donc, il y a eu un lien qui s'est créé. Et le fait d'emporter quelque chose à la maison, ben, ça crée ce lien. En fait, c'est l'outil de médiation. Hein. Quand on a un outil de médiation, ben, les échanges sont à ce moment-là plus facilités. Et donc, c'est ce petit pot qui part à la maison tous les mois et qui permettent de créer ce lien. Et ça, les enseignants étaient surpris de voir les parents qui généralement ne parlaient pas, ils ne savaient même pas que ses parents parlaient le français et qui sont arrivés en disant, dites donc, le petit pot, il était super bon. Voilà, donc ça, c'est toujours riche, ça. Merci. On va vous proposer de continuer s'il n'y a pas d'autres questions et de faire une petite pause, juste voilà, de quelques minutes. Il est 11h50, on peut se dire jusqu'à 53. On se fait une petite pause de 3 minutes si vous voulez vous dégourdir les jambes, boire un café ou etc. Et puis, on se retrouve à 53 pour le témoignage de Lucie Chessé. À tout de suite.
Bon, il est 53. J'espère que vous êtes de retour. Oui. Super. Du coup, on ne voit pas les caméras des autres, mais bon, j'espère qu'ils sont là. Bon, c'est bon, super. Essoufflé, mais on est là. Super. Du coup, on va continuer l'intervention, le webinaire avec le témoignage de Lucie Chessé. On vous laisse prendre la main, du coup, sur le PowerPoint. Oui. Alors, hop. Là. C'est bon, normalement. Je pense que c'est bon. Alors. Normalement, il y a juste à cliquer, ça ne fonctionne pas. Si, ça y est. C'est bon. Super, merci. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais vous parler en fait d'animations qu'on a pu effectuer dans des écoles en fait du Pays de Mortagne. Alors juste pour vous resituer un petit peu, en fait le Pays de Mortagne, donc c'est 11 communes et 28 000 habitants. Et en fait, on est situé donc en Vendée, à l'intersection des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. Voilà, juste pour resituer le Pays de Mortagne. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte, en tout cas, de ces actions qu'on a pu mener, donc c'est dans le cadre du projet alimentaire territorial qu'on mène depuis 2019. Donc, il faut savoir qu'on on l'a élaboré sur l'année 2019 en concertation avec les différents partenaires du territoire et les habitants du Pays de Mortagne. Et de cette concertation est ressorti donc un projet avec 4 défis et 11 objectifs. Donc si là, aujourd'hui, en tout cas pour l'action qui nous concerne, le défi en fait, auquel est rattachée cette action, c'est celui autour de la sensibilisation de la population au bien manger pour tous. Et derrière ce défi vient se décliner notamment l'objectif donc numéro 3, qui est de mener des actions d'éducation au goût et à la diversité alimentaire. Et si vous voulez, quand on a élaboré notre projet alimentaire, on s'est arrêté justement aux objectifs. Et derrière, nous avons constitué donc des groupes de travail pour proposer des actions à mettre en place. Et ce groupe de travail, on s'est appuyé en fonction en fait des thématiques qui sont traitées. On s'est appuyé sur des différents partenaires qu'on a sur le territoire, des professionnels, là en l'occurrence professionnels de santé, et toujours aussi les habitants. Voilà. Et donc derrière, justement, une des actions qui a été proposée, c'était de mener des animations auprès du public scolaire. Et donc, je vais y revenir juste après. Et juste pour terminer, les services impliqués à la communauté de communes, donc il y avait notre service donc, de transition écologique et le service de prévention routière en milieu scolaire. Voilà, juste une petite précision, en fait, le service dans lequel je travaille, donc avec mon collègue justement à la transition écologique, on essaye toujours dans les actions en fait qu'on mène d'impliquer le maximum de services en fait qu'on peut avoir à la communauté de communes. Parce que l'idée c'est d'avoir une vision en fait transversale sur toutes les actions qu'on mène. Voilà, donc si on s'attarde maintenant plus précisément donc aux actions d'éducation auprès des enfants, pour resituer aussi le contexte, en fait, avant qu'on propose des actions, il y avait une association sur le territoire, une association des professionnels de santé qui menait déjà des actions plutôt de prévention, en fait, plutôt prévention du surpoids chez l'enfant. Et ils avaient des petits ateliers qui proposaient justement à différentes écoles. Ils ont fait ça pendant 3 ans. Finalement, l'an dernier, ils n'ont pas reconduit cette action pour la simple raison en fait que c'était des professionnels de santé en fait qui faisaient toute la préparation, tout le montage de dossiers et en fait c'était assez contraignant pour eux parce que ça leur demandait beaucoup de temps pour aller chercher des financements. Donc voilà, ils ont préféré laisser ça de côté et comme nous on arrivait et on avait un projet alimentaire et des actions qui potentiellement pouvaient se raccrocher, on leur a proposé de reprendre un petit peu la main sur ces actions.
Donc, on a eu différents échanges avec eux pour voir comment est-ce qu'ils avaient fonctionné et puis comment est-ce qu'on pourrait les intégrer d'une nouvelle manière, en tout cas, sur ce projet. Donc voilà, et suite à tous ces échanges, nous, on a lancé une consultation pour recruter un prestataire qui effectuerait ces animations dans les classes. Sachant qu'on était bien ici sur une expérimentation. L'idée, donc, c'était voilà, qu'on puisse tester des formats, parce qu'on a changé quelques petites choses en fait par rapport à ce qui avait déjà été fait. Et voilà, on voulait essayer de se rapprocher au plus près justement des attentes et des besoins des différentes écoles. Les objectifs en fait de ces animations sont de sensibiliser les jeunes sur le lien entre l'alimentation, l'activité physique et la santé, de leur permettre justement de développer et d'acquérir des savoirs et des compétences pour justement, comme l'évoquait Anne Béraud tout à l'heure, pouvoir faire des choix en fait éclairés, qu'ils soient autonomes en fait sur leur façon de faire. Et aussi toujours de mettre en avant la notion de plaisir de manger et le plaisir de bouger. Et pour ces animations, donc le public cible, c'était les CM1 et les CM2. Si on s'attarde plus précisément donc, sur l'organisation de ces animations, en fait, il y avait 3 temps. Il y avait une animation en classe et une visite de ferme par le même prestataire. Donc là, pour ce cas-là, c'était le groupement des agriculteurs biologiques de Vendée. Et on avait une intervention en classe en fin en fait, de temps par un diététicien nutritionniste. Sur les animations en classe, en fait, donc on était en groupe classe pour le coup, et il y avait une thématique, en fait, il y avait 2 thématiques. Donc là, l'enseignant choisissait soit le petit déjeuner ou la saisonnalité. Et en fonction donc, de ce qu'il avait choisi, il y avait 3 ateliers qui étaient proposés. En tout, ça durait 1h30, 2 heures. Et il y avait aussi une petite dégustation d'un produit. Donc en fonction, pareil, si c'était petit déjeuner, c'était plus autour du lait. Et la saisonnalité, on était sur des fruits plutôt. Et voilà, des produits en fait qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de consommer aussi au quotidien. Sur la partie visite de ferme, donc là, nous, ce qu'on avait souhaité justement, c'était proposer aux écoles en tout cas, de rejoindre le site de visite à vélo. Et c'est là qu'on faisait le lien justement avec l'activité physique. Et donc là, c'est là aussi où on mobilisait un de nos collègues qui s'occupe de la prévention routière en milieu scolaire. Donc voilà, c'était là en moyenne en fait, donc il y a eu 5 classes et en moyenne, alors les plus proches ont dû faire 2 kilomètres à vélo et les plus éloignés 11 kilomètres. Et de manière générale, en fait, ça s'est toujours bien passé. Donc c'était une bonne expérience en tout cas. La visite sur site, elle était de 2 heures en moyenne, avec, en fonction de l'heure à laquelle arrivaient les enfants, une possibilité de pique-niquer sur place. Et derrière aussi des ateliers, donc un avec sur le lien, l'agriculture et l'alimentation. Donc là, avec l'animatrice du GAB, un atelier avec l'agriculteur pour discuter justement de son métier et des différents, de comment est-ce qu'il s'occupe de sa ferme. Et un 3e atelier qui était plus là avec un enseignant ou un accompagnant sur plutôt un rallye à la ferme, où là, les enfants, en fait, il y avait différents petits panneaux qui étaient disposés à différents endroits avec des petits jeux de questions-réponses. Voilà, et puis après, le retour à vélo en fin de journée. Et ensuite, après coup, donc c'était en général 2-3 semaines après, il y avait donc l'intervention du diététicien nutritionniste qui, lui, donc pareil, arrivait en groupe classe. Il y avait 1 heure d'intervention et donc il faisait un retour sur les deux visites, les 2 temps qu'il y avait eu précédemment. Et voilà, il abordait plus généralement en fait ce que c'était la santé par l'alimentation, le fait de bien manger, bien bouger pour bien grandir et tout en respectant au maximum en fait l'environnement. Voilà, on pourra revenir plus en détail après si vous voulez sur le contenu en tout cas de ces actions, mais très rapidement comment ça a fonctionné.
Au niveau donc, de l'évaluation, donc on a eu 122 élèves qui ont été sensibilisés, donc ce qui correspondait, comme je l'évoquais, à 5 classes qui étaient réparties sur 3 établissements. Et de manière générale, les retours, en tout cas des enseignants, ont été très, très positifs sur le contenu et sur le fait que les animations étaient plutôt complètes. On passait justement de l'alimentation à l'activité physique. Que les dégustations aussi qui étaient proposées étaient de manière générale très, très appréciées aussi. Après, voilà, ce qui nous a été aussi dit, c'est que ce qui aurait été bien, c'est que les enfants soient un peu plus acteurs, parce que sur les ateliers, ils étaient plus spectateurs. Donc voilà, ce sera quelque chose qu'on pourra corriger, nous, sur les prochaines animations. Et parfois aussi, les sujets qui étaient évoqués étaient un petit peu compliqués pour des enfants. Notamment ça c'était le cas pour un atelier qui avait eu lieu sur une visite de ferme, où là on a évoqué en fait tout ce qui était autour de la vie du sol, et quelquefois voilà, les termes étaient peut-être un petit peu compliqués. Voilà, et puis l'intervention aussi du professionnel de santé qui a été appréciée et bien complémentaire justement aux 2 premières animations qui avaient été proposées. Les perspectives pour justement de prochaines animations. Nous, on est en train de refaire une consultation pour reproposer des animations dans les écoles. Donc là, c'est pareil, ça restera encore un nouveau test pour qu'à terme, ce qu'on aimerait bien, c'est développer un programme qui soit un peu plus abouti pour que sur une année scolaire, en fait, il y ait tous les publics, par exemple, là, donc là, pour ce cas-là, les CM1, CM2 qui soient sensibilisés sur une année scolaire. Voilà, donc ça, ce sera d'ici, on l'espère, 1 ou 2 ans. Voilà, et veiller aussi peut-être à intégrer un petit peu plus de notions autour de la santé. Ça, c'était valable, surtout sur les 2 premiers ateliers où ça n'a pas été évoqué plus que ça, donc peut-être que c'est quelque chose à retravailler aussi pour l'avenir. Et puis associer un petit peu plus fortement le professionnel de santé dans la préparation, parce qu'il n'a pas pu assister à toutes les réunions, on n'a pas fait 36 000, mais à plusieurs réunions, donc l'associer à chaque temps d'échange. Voilà, et alors pourquoi ça a fonctionné? C'est moi qui ai fait le... Voilà. Pourquoi ça a fonctionné? Donc c'est parce qu'on a eu des écoles qui étaient très intéressés par le sujet. Quand on a pris contact avec eux, voilà, on a eu beaucoup de retours. Au final, nous, voilà, au début, on voulait, comme on était sur une expérimentation, on voulait sélectionner que peu de classes. Et au final, on a eu pas mal de retours d'écoles intéressées. Les enseignants sont ultra motivés par ces sujets-là. Et notamment, justement, par le fait, comme je l'évoquais, que ces animations se complètent plutôt bien. C'est aussi un sujet qui est d'actualité. Et la prestation qui a été effectuée aussi que ce soit par le GAB ou par le diététicien, nutritionniste, c'était vraiment des prestations de qualité. Donc, c'est ce qui a fait aussi que ça a bien fonctionné et que les retours ont été positifs derrière. Voilà, les différents partenaires qui ont été appliqués donc, tout au long de ces animations. Donc, il y avait évidemment les équipes enseignantes, les services de la communauté de communes, les différents, le prestataire, le professionnel de santé et les producteurs qui ont accueilli justement les enfants sur leur ferme. Voilà, et si un dernier point sur la communication, donc juste voilà, pour préciser, comme nous on était sur une phase d'expérimentation, au final on a assez peu communiqué. On a dû faire une publication sur le site de la page Facebook, en tout cas de la communauté de communes. Et après, ce sont les écoles qui ont fait sur leur site internet respectif des petits ateliers pour faire des retours sur ce qui avait été fait. Voilà, et je crois que j'ai terminé. Oui, pardon, je suis allée un peu, du coup, retour en arrière. Voilà. Pas de souci. Merci. Merci pour ce témoignage, du coup, qui est assez complémentaire par rapport à des interventions au sein des écoles. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Juste avant, du coup, nous, on avait des questions du coup d'Alain Auger de La Ferrière. Il y avait 4 questions, donc je pense qu'il y en a qui seront plus traitées lors du prochain webinaire, mais bon, je vais les dire comme ça et peut-être que ça fera écho avec
avec des interventions ou vos témoignages. Donc, on avait une première question et ça peut peut-être être par rapport à Lucille, à votre intervention. Est-ce que le jour d'une activité sportive, il faut adapter le menu en fonction? Et donc, vous, Lucille, là, sur l'Action à Mortagne, lorsqu'ils étaient à vélo, est-ce que vous avez adapté en fait le menu ou pas forcément? Pas nécessairement, sachant que nous, on a. Alors, il y avait différents types, hein, parce qu'il n'y a pas eu les mêmes prestations pour chaque école. En fait, il y en a qui ont visité la ferme et qui sont retournés manger sur site le midi. Et là, en fait, là, je ne peux pas vous dire par contre ce qui a été fait, s'il y a eu une adaptation ou pas du repas, parce qu'en plus, du coup, nous, on n'a pas la compétence restauration collective. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas rapproché en fait du restaurant scolaire pour cette journée-là. Et une autre, il y avait pique-nique sur site. Donc, pareil, il n'y a pas eu forcément de choses qui ont été faites de ce côté-là, en tout cas, pour cette fois-ci. Mais c'est vrai que ça pourrait être, effectivement, pour les prochaines expérimentations, ça pourrait être intégré. Il y a Anne aussi qui lève la main. Oui, j'avais envie de dire de surtout pas en fait adapter, enfin modifier un menu. L'activité physique, c'est normal pour un enfant. Normalement, le repas, il couvre des besoins pour un enfant qui court, qui fait du vélo à minima 1 heure par jour. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait un petit peu plus de vélo un jour qu'on doit adapter. C'est vraiment l'alimentation du sportif, elle est vraiment à adapter quand on est en phase d'entraînement quotidien, enfin quand on est sportif professionnel ou en sportif de haut niveau. Mais quand il s'agit de loisirs, comme là c'était le cas, il n'y a pas nécessité. L'enfant, de toute façon, il va manger un petit peu plus à la limite parce qu'il aura un peu plus faim, il va manger un peu plus de pain, il va manger... Mais il n'y a normalement pas nécessité d'adapter un menu. Le menu, il tient compte déjà de cette dépense énergétique que devrait avoir un enfant chaque jour. Merci. Il y avait 2 autres questions par rapport au menu. C'était quels sont les composants prioritaires dans les menus de la collectivité et que doit-on exiger dans le cahier des charges de la cuisine centrale pour les repas des écoles? Et donc, c'est ce que j'étais en train de dire. On a un prochain webinaire le mois prochain qui est justement sur la restauration collective, l'application de la loi Egalim. Donc, ça fera peut-être écho à ces questions. Et puis, la dernière question, c'était comment motiver les enfants à manger un menu végétarien? Alors, je peux répondre aussi sur ces 2 questions. Le cahier des charges d'un prestataire, comment faire pour l'écrire, le rédiger? Alors, vous avez un document qui s'appelle le GEM-RCN, Groupe d'études de marché, restauration collective et nutrition, qui normalement est justement un guide de recommandation pour aider les acheteurs publics à écrire un cahier des charges. Donc, vous trouverez dans ce guide vraiment des éléments intéressants pour rédiger des contraintes ou des exigences vis-à-vis d'un fournisseur. Maintenant, il y a de toute façon aujourd'hui 2 lois qui encadrent la composition des repas servis à l'école. D'un côté, la fameuse loi Egalim que vous aurez l'occasion, je crois, donc de développer lors d'un prochain webinaire, mais il ne faut pas non plus oublier la LMD, la loi de modernisation agricole, qui est plus ancienne. Alors peut-être qu'on n'en parle plus parce qu'on considère qu'elle est connue maintenant et maîtrisée, mais je ne pense pas que ce soit le cas quand je regarde les menus. Moi, quand j'analyse des menus, on est encore très très loin des exigences nutritionnelles qui sont normalement légales. C'est-à-dire qu'un menu, il y a une grille de fréquence d'apparition de certains plats, comme les crudités en entrée, les fruits en dessert, certains fromages, les viandes non hachées, les poissons, les légumes, les féculents, etc. Donc, c'est important d'avoir en tête que cette loi existe et que votre prestataire se doit de l'appliquer. Ce n'est pas une option, c'est une loi, donc on l'applique. Même si votre prestataire veut dire que non, que ce n'est pas du tout, mais non, on l'applique. Voilà.
Et après, comment faire pour que les enfants aiment le repas végétarien? Eh bien, alors nous, on a accompagné quelques municipalités sur ces aspects-là. Il faut que ce soit bon. Ça me paraît assez stupide, mais si c'est bon, ce sera mangé. Les enfants, ils savent ce qui est bon. Donc, quand ça a du goût, quand c'est beau déjà, alors c'est le problème souvent des repas végétariens, c'est que c'est souvent des trucs un peu sans forme, voilà, c'est des plats. Mais quand c'est beau et que c'est bon, les enfants en redemandent. Je peux vous l'assurer. Enfin, on a des retours là-dessus. Finalement, la viande, ça fait pas partie. Ils l'aiment, mais quand il n'y en a pas, ils n'en font pas une montagne. Voilà. Enfin, de ce que nous en savons de notre expérience. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on travaille avec les enfants, il faut travailler avec les familles. Je pense que ça, c'est les personnes qui entourent. Hein, et quand on a travaillé ce projet-là dans une municipalité, c'est vrai qu'on a aussi pris le temps d'aller à la rencontre des personnes qui animent le temps du repas ou qui surveillent. Alors, en fonction des communes, ils ont des fonctions différentes. Pour leur expliquer aussi le bien fondé d'un repas végétarien, quel était le sens qu'on voulait lui donner. Ce n'est pas que tout le monde devienne végétarien, hein, c'est juste que justement, on éduque les enfants à manger différemment. Donc, il faut le prendre comme ça. C'est un moment éducatif dans ces cas-là. Et quand vous dites aux personnes aux cuisiniers, au personnel de la cantine, que ce sont des professionnels de santé à ce niveau-là, et des acteurs de santé et des éducateurs, je pense que ça valorise leur métier et que c'est un message qu'il faut faire passer le plus souvent possible. Merci Anne pour ces éclairages. Je ne sais pas, Alain, Christine, est-ce que ça répond en partie à vos questions ou est-ce que… Pardon. Oui, je pense que dans le prochain webinaire, peut-être que ça répondra un peu plus. Moi, je voudrais vous remercier déjà pour ce temps-là passé. C'était vraiment très, très clair. Et moi, je m'aperçois, j'analyserais comme ça en disant qu'il faut vraiment travailler, c'est avec les élus, les enseignants et les enfants, finalement. On se dit quelquefois, on dit c'est passé par les parents, mais non, je crois que si on veut arriver à un résultat, c'est peut-être de faire un projet comme ça. Et je crois que c'est ce que j'ai ressenti, moi, dans le travail de ce matin. Vous avez tout à fait raison. Oui, il faut pas mettre toute la responsabilité sur les parents ou sur les enfants. C'est vraiment quelque chose de très collectif. Oui. En tout cas, merci. C'était très intéressant. Et puis, j'ai remis dans la conversation le guide du GEMRCN. Et puis, je vous ai remis sur une page sur le site internet qu'on a fait sur notre site internet où il y a encore plus d'informations si vous voulez, à la fois sur le milieu scolaire et sur la Restoco en amont du prochain webinaire. Le décret et l'arrêté aussi, tu as pu le… Ils sont dessus, je crois. D'accord. Sur la page du site internet. Tu parles de juillet 2011, Anne? Oui, septembre 2011, oui. Ils sont sur le site internet. Oui. Est-ce que d'autres, il nous reste un peu de temps avant de clôturer. Est-ce que vous avez des remarques, des questions par rapport aux interventions qu'on a eues, par rapport à vous, ce que vous faites dans vos territoires? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça vous aide? Voilà, n'hésitez pas à répondre, à poser vos questions. Et le temps que vous prépariez vos questions, on a aussi choisi ces deux exemples d'actions pour bien montrer le lien entre alimentation et activité physique. On trouvait ça intéressant de le mettre en avant parce que c'est pas toujours évident. Enfin, ça vient pas toujours de manière évidente dans les projets. Et là, on voit bien l'articulation qu'il y a entre les deux et les ponts qui peuvent se faire. Et donc, c'était aussi pour vous montrer ces exemples d'actions qui sont intéressantes à ce niveau-là. Moi, j'ai encore une question. Je lève la main. Voilà. Allez-y. Merci pour ce témoignage. C'était vraiment très, très intéressant. Et justement, j'ai plein de questions parce qu'on est un peu dans cette dynamique en ce moment d'essayer d'accompagner des projets d'établissement autour de la restauration scolaire et on implique énormément les équipes enseignantes.
Et justement, je me demandais, par rapport à ce retour d'expérience précis, au niveau du programme, enfin, des programmes scolaires, comment est-ce que ça s'intègre dans les programmes qui sont déjà fixés de base? Enfin, sur quel temps est-ce qu'ils prennent ces temps d'animation, d'intervention? Comment est-ce que, enfin, quel est le retour des enseignants sur ça? Allez-y, Lucie ou Anne, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. À l'école maternelle et élémentaire, en fait, les compétences, l'alimentation n'est qu'un support pour développer d'autres compétences. Là, par exemple, les enseignants nous font part du développement, mais considérable en termes de vocabulaire des enfants. Dernièrement, une enseignante disait il y a des parents qui sont venus en me disant, dites donc, mon enfant, maintenant, il ne dit plus la queue de la pomme, mais il dit le pédoncule de la pomme. Elle disait, c'est incroyable. Et même en petite section, les enfants, parce que souvent, il y a vous savez, des espaces cuisine, des espaces. Et il y avait des petits enfants qui jouaient, qui faisaient une soupe, parce qu'ils en avaient fait une 2 mois auparavant. Et il y en avait une qui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais bouillir la soupe pour ensuite la mixer. Et ils avaient 3 ans, quoi. Et elle disait que c'est incroyable comme ils réinvestissent ce qu'ils ont appris parce qu'on le répète. C'est répété plusieurs fois dans l'année. Donc, la répétition va aider. Et pour le coup, les enseignants sont vraiment stupéfaits de leur progression en termes de vocabulaire. Ouais. Ok, ouais, donc c'est… En termes de psychomotricité, je n'y arriverai pas, hein, mais bon, évidemment, ils apprennent à couper, même si… alors, il faut du matériel adapté, on ne leur donne pas des couteaux d'office, hein, mais on a des petits couteaux à bourron. Les enfants découpent. Hier encore, on voyait des photos, les enfants sont extrêmement concentrés sur les carottes qu'ils sont en train de couper avec un petit couteau à bourron. Imaginez, ce n'est pas simple. Ouais. Mais voilà, tous ces aspects-là aussi sont travaillés. Et puis, bon, il y aura tout l'aspect du jardinage avec, à nouveau, la plante. Je mets une graine, ça germe. Enfin, c'est beaucoup d'observation. Donc, elles peuvent vraiment créer du lien. Et puis, elles racontent beaucoup d'histoires aussi autour de l'alimentation. Bon, sur la lecture, elles ont plein d'images partout dans la classe d'aliments. Enfin bon, c'est extrêmement riche en fait. Ouais. Oui. Après, en élémentaire, il y a un cycle de toute façon sur l'alimentation. Donc, en fait, nous, on travaille souvent à ce niveau-là. Oui, c'est en fait, on rend les choses beaucoup plus pratiques parce qu'en fait, ce qu'ils apprennent à l'école élémentaire, c'est relativement théorique. Et donc, bien souvent, nous, on arrive à la fin pour pouvoir mettre ça en pratique. Tous les apports théoriques, on leur permet de les travailler de façon beaucoup plus pratique autour de la cuisine, autour d'ateliers sensoriels. On ne fait pas beaucoup de visites de ferme. En revanche, on va travailler dans les fermes. On va faire avec le fermier, on va aller nourrir les animaux, on est allé chasser le coléoptère dans un champ de pommes de terre. Voilà, ça, pour le coup, c'est vivant. Les enfants, ils s'en souviennent, quoi. Hein. C'est comment les œufs de coléoptère, ça ressemble aux œufs de coccinelle, mais non, mais oui, et pourquoi on ne peut pas utiliser un produit pour tuer les coléoptères. Enfin, voilà, on les rend toujours actifs dans notre pédagogie. Merci. Et à Mortagne, Lucie, je ne sais pas si vous avez un retour sur ça aussi. Sur le lien avec les programmes, en fait, on a, c'est pareil, c'est dans du coup, nous, on est rattaché au cycle 3. Et il y a un lien aussi avec la partie, je crois que c'est en la géographie, sur nourrir durablement la population. Donc, ça fait aussi un peu écho à ça. Ouais, si je peux me permettre, je ne sais pas si vous m'entendez.
Donc, pour avoir commencé aussi à travailler avec les écoles sur cette thématique-là, ça rentre complètement sur le projet. Ils ont sur le programme scolaire, ils ont des programmes autour des parcours santé, des parcours citoyens. Donc, on arrive à faire du lien et sur le parcours santé et sur tout ce qui est notion de santé et de bien gérer son corps et de bien connaître son corps et de bien s'éduquer aussi à ça. Et puis tout ce qui est autour de la citoyenneté et de l'environnement, du développement durable, de l'agriculture durable, tout ça, et ça rentre complètement dans les programmes. Ils arrivent à faire du lien sans souci, les enseignants, quoi. Et c'est sûrement d'ailleurs pour ça met vraiment du pratique en fait dans leur programme, et c'est aussi pour ça que les enseignants sont motivés, c'est que ça donne aussi une autre dimension à leurs enseignements. Enfin, c'est ce que vous disiez un peu, Lucie, là, sur l'action que vous avez faite finalement. Ouais. Oui, c'est ça, oui, au final, c'est ce que effectivement nous disaient les enseignants. En fait, ils ont bien aimé l'ensemble des animations, ce que ça complétait, ce qu'ils voyaient déjà, ce qu'ils pouvaient voir déjà en classe, et puis ça faisait aussi, ça leur faisait voir autre chose parce qu'il y avait d'autres intervenants, parce qu'il y avait, des visites, en extérieur, des choses comme ça, quoi. Très bien. Ouais, si je peux me permettre, non, tous ces objectifs-là, qu'ils soient de la citoyenneté, entre autres, et autres, font aussi parfois partie des programmes des projets éducatifs territoriaux, des PEDT, et qui peuvent être ici pris en relais aussi par les conseils municipaux des enfants, qui ont des projets aussi qui sont liés à l'environnement, à la nutrition et au développement durable. Donc, on parlait surtout des partenaires, mais je pense qu'il faut qu'on puisse aussi intégrer de temps en temps des jeunes, des adolescents qui s'investissent que par un foyer des jeunes ou par un autre organisme, une association. Et là, nous, entre autres, le conseil municipal des enfants, pour qu'il soit aussi une synergie pour aller dans le développement de ces différentes actions. Parce qu'ils sont passés par là, et puis dans l'activité sportive, ils sont aussi généralement assez bien impliqués. C'est ce que l'on fait dans la phase de diagnostic, hein. Vous avez bien compris qu'à ce moment-là, il faut vraiment qu'on regarde autour ce qui se passe déjà, pour ne pas refaire des choses qui existent déjà ou refaire des erreurs. C'est pas la peine non plus. Et il est important, oui, d'aller rencontrer les différentes structures qui mettent en place déjà des actions, et soit on complète, soit on revoit. C'est important, ouais, c'est essentiel. Et les conseils municipaux d'enfants, nous, pour l'avoir travaillé sur le thème du gaspillage alimentaire, ils sont vraiment relais auprès des camarades, et sur la formation entre pairs et sur l'intervention entre pairs, c'est super, parce que si eux, ils travaillent bien là-dessus et ils comprennent bien les enjeux du gaspillage alimentaire et de pourquoi, et ben, après, derrière, c'est eux qui font le rappel à l'ordre auprès des camarades de classe, et là, c'est intéressant, quoi. Je ne sais pas s'il y a encore des réactions, des commentaires. En tout cas, c'était assez riche comme webinaire, encore une fois. On vous a remis du coup les 2 dates à venir, donc le 22 avril et le 18 mai. Donc le 22 avril, ça sera se porter essentiellement sur la loi Egalim. Donc on vous enverra les liens d'inscription avec le replay du webinaire d'aujourd'hui. Et puis le 18 mai, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent le programme Vivons en forme, qui est tourné lui autour de la prévention santé, autour notamment de la prévention de surpoids et de l'obésité des jeunes. Donc qui vous sera présenté au mois de mai. Et puis après, il restera des sujets pour la fin de l'année sur CLS, PAT, quelle articulation, des sujets sur la dénutrition, la précarité alimentaire, etc. Donc on va organiser ça aussi pour la fin de l'année, essayer de voir quels seront les prochains sujets. Merci beaucoup Anne et Lucie pour vos 2 présentations et votre participation aujourd'hui.
Vraiment, je pense que c'est ça qui fait aussi la richesse des échanges par la suite. On vous a remis pour info sur le site internet, dans l'onglet des collectivités locales, vous avez toute une page qui vous est dédiée avec notamment la mallette d'outils dont on parlait juste avant, les webinaires et puis des exemples d'actions de collectivités. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on reste à disposition de ceux qui voudraient pour vous aider à avancer dans votre projet. Donc, soit en fonction des besoins, mais on peut vous aider dans l'animation de réunions collaboratives, voilà, pour essayer de faire avancer vos projets et de développer un petit peu les partenariats et les projets sur les territoires en lien avec les uns et les autres. Voilà. Aurélie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est exactement ça. Il y a pas, voilà, on est vraiment là pour vous aider, pour vous. On ne va pas forcément vous donner la solution, mais on va vous aider à trouver ensemble des solutions par rapport à tout ce qui existe sur votre territoire, que ce soit le conseil municipal des enfants, le foyer des jeunes, les partenaires, les producteurs qu'il y a à côté de vous, l'association du pain sur la planche, évidemment, qui peut aussi être là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin d'être accompagné plus précisément sur vos projets.